questions pour effectivement arriver à savoir s'il travaille ou pas. Alors, là, puisque j'avais parlé de la relation entre la culture et la langue, je cite rapidement. Donc, j'ai dit la culture algérienne a été largement imprégnée par des situations de conflit et d'opposition, d'où la possibilité d'affirmer qu'une des caractéristiques de notre culture est l'affrontement. Donc l'affrontement sur la base de le premier élément, j'ai dit la colonisation qui est un facteur déstructurant, l'idéologie socialiste qui a été un facteur de reconstruction par rapport à la déstructuration, mais qui a produit une assistance envers l'assistance de l'État envers les citoyens, donc des citoyens qui ont tendance à ne pas devenir assez actifs. Et nous avons la troisième période que nous avons vécue dans les années 90, qui est le terrorisme. J'ai mis entre parenthèses insécurité, j'aurais pu continuer dans la même logique de terminologie en disant, on a mis reconstruction, j'aurais pu écrire également déconstruction. Parce qu'avec cette situation, donc dans ce cadre-là, il y a un langage également et des termes, des expressions qui se sont développées et qui doivent être prises en charge pour effectivement expliquer. J'ai un autre aspect. On a parlé, donc j'ai donné des éléments pour essayer de canaliser les personnes qui s'intéressent au qualitatif, mais je m'intéresse également au quantitatif et je me dis, est-ce que les échelles d'attitude sont pertinentes chez nous ? Je me pose la question. Si j'utilise des échelles dichotomiques simples, le problème ne se pose pas. Mais si je vais vers des échelles multiples, là, c'est différent. Là, ça devient compliqué. Alors, j'ai mis en rouge les réponses pour lesquelles un Algérien, type, entre guillemets, peut répondre facilement. Par contre, lorsque je lui dis d'accord ou tout à fait d'accord, ce n'est pas évident qu'il puisse se situer. Donc il se peut que ce soit une réponse donnée, mais qui n'est pas une réponse réelle à l'avis, l'attitude ou l'opinion de la personne. Donc c'est la même chose, l'échelle sémantique qui est graduée entre le négatif et le positif. Et on avait vu, là, nous avons au milieu, sur l'échelle de Likert, nous avons au centre, bien sûr, les sans-avis. Donc là, moi, je me pose la question et je dis aux professionnels, intéressez-vous à cet aspect-là. Il faut le travailler. Ce n'est pas évident. Donc vous avez de la matière, mais est-ce que cette matière rend compte de la réalité sociale ? Je doute fort. Hein. Je doute fort. Parce que je lui dis, voilà, situez-vous par rapport à cette échelle-là. Bon. Comment le faire ? Est-ce que nous avons l'habitude de raisonner comme ça ? Ces échelles ont été conçues dans des sociétés qui sont totalement différentes de la nôtre. Donc, est-ce qu'elles sont, opérationnelles ? Nous avons, même dans les pays occidentaux, voilà, j'ai pris le cas le DG d'une agence de communication, qui est une agence française, Calicanti, qui dit les questionnaires fermés convient beaucoup plus aux anglo-saxons qu'aux Français. Parce que nous avons une différence de culture. Même en milieu scolaire, les Américains, par exemple, les élèves américains sont évalués sur la base de QCM. Nous faisons de la rédaction. Donc là, déjà, ça ne peut pas marcher. Et on voit là, le comportement de l'enquêté sur le terrain. Et là, ça indique que nous sommes dans un problème profond. Donc pour terminer, je dis, il n'y a pas de conclusion, moi j'ai des recommandations. Donc nécessité de l'interdisciplinarité. Les sciences sociales et humaines doivent être présentes et en Algérie, essayer de développer la recherche dans les domaines dont on a parlé dans cette communication et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est très intéressant, très riche. Donc pendant que le document soit chargé. Donc c'est Ludovic Lebar qui va nous parler des questions ouvertes et la qualité des enquêtes. Bon, je vais intervenir, le temps que ça s'installe, je vais intervenir avec ma casquette d'ancien directeur de recherche CNRS et demain j'interviendrai en tant que président du comité scientifique du CESP sur un thème assez différent, beaucoup plus opérateur et beaucoup moins recherche en quelque sorte. Donc j'attends les slides. Oui, voilà. D'accord, très bien. Merci. Ok. Donc, je vais dire quelques mots du traitement des questions ouvertes.
Je suis un peu à l'intersection du quali et du quanti. C'est une intersection un peu frileuse, un peu petite et assez difficile. D'ailleurs, compte tenu de ce que vient de dire Madame Kadri, c'est quelque chose qui est effectivement assez délicat à manier, surtout dans un pays qui est trilingue ou quadrilingue. Donc, avec ces nuances-là, vous allez voir qu'on peut quand même faire des choses plus dans une optique étude de qualité que dans une optique exploitation vraiment des questions ouvertes. Alors, je passe en revue. En fait, on est aussi à l'intersection du domaine des études de texte. Tous ces titres qui s'affichent et sur ces différents domaines de recherche, ces différents domaines d'investigation, les questions ouvertes constituent d'un d'entre eux, mais il y a effectivement la documentation automatique, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le web mining, il y a des études, par exemple en marketing, quelque chose de très utile qui sont les études de traitement automatique des lettres de réclamation, etc. Il y a des tas de domaines qui sont intéressants. Et on va parler aujourd'hui un petit peu du problème des questions ouvertes. Alors, le plan, je vais d'abord me demander ce que sont les questions ouvertes. Et je crois que je vais en fait être obligé de mettre mes lunettes parce que c'est tout petit. Voilà. Donc, les questions ouvertes, c'est pour... j'ai du mal à lire. Je vais mettre mon ordinateur en marche, mais je peux commencer déjà à dire. L'origine de la façon dont j'ai traité les questions ouvertes, c'était la suivante. En 1978, j'ai fondé au CREDOC un système d'enquête qui s'appelait Enquête sur les conditions de vie et aspiration des Français, que j'ai dirigé pendant les 10 années qui ont suivi. Et c'était un système d'enquête multi-client. On avait comme client d'ailleurs Hélène Ménaud à EDF. On avait aussi de façon presque antagoniste le ministère de l'Environnement, on avait la régie Renault à l'époque qui était nationalisée, on avait la caisse d'allocation familiale, le ministère du Travail, enfin on a eu toute une série de clients publics qui étaient d'accord pour partager. Moralité, on avait un questionnaire qui était extrêmement grand, et l'une des raisons des motivations qu'on a eues pour introduire des questions ouvertes, c'est qu'on peut, avec une question ouverte, obtenir une information très considérable dans un temps d'interview très court. On va voir bien sûr qu'il s'agit d'une information d'une nature différente de celle qu'on aurait obtenue avec des questions fermées. Donc la motivation, je donne un exemple très simple, emprunté aux mesures d'audience dont on parlera après. Si je vous demande quel magazine avez-vous lu au cours de la semaine dernière, quel hebdomadaire avez-vous lu au cours de la semaine dernière, vous allez me répondre, ça va prendre 1 ou 2 minutes. Il en manquera certainement. Mais si je vous pose la question, comme c'était fait dans l'enquête à EPM en France, et comme ça va être fait dans l'étude One, il y aura entre 140 et 200 titres à vous proposer sur des logos. Et donc c'est au minimum 20 minutes d'interview, que ce soit une interview téléphonique, face à face, ou bien c'est à peu près le même temps de remplissage sur le web. Donc une information d'une nature différente, mais extrêmement rentable du point de vue de la productivité et du point de vue du climat de l'interview, comme... on aura peut-être le temps de le voir un petit peu. Alors, hop. Donc, je n'arrive pas à lire. Je vais mettre en marche mon... C'est le... Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est... Oui, c'est l'exemple qu'il y a des questions qui sont ouvertes par nature, c'est des questions où on demande aux gens s'ils savent quelque chose. Par exemple, avez-vous entendu parler de l'aide personnalisée au logement? Par exemple, qu'avez-vous retenu de cette publicité dans ce qu'on appelle les copy-tests? Donc, je continue. Ensuite, quand doit-on poser des questions ouvertes, si je lis bien? Alors, voilà. Un autre item d'utilisation fréquent et extrêmement utile en matière de qualité d'information, c'est la question ouverte pourquoi. C'est-à-dire que vous posez une question fermée et vous demandez aux gens, après la réponse, si ça présente de l'intérêt bien entendu, pourquoi. Bon, je vous donne un exemple très simple. Vous demandez aux gens, pour ce qu'on a beaucoup parlé de données d'opinion et de données électorales hier en particulier, vous demandez aux gens pour qui allez-vous voter et vous vous demandez après pourquoi. Et alors, ce que vous permettent de faire les programmes actuels, sous réserve que, pour l'instant, on n'est qu'une seule langue, effectivement, enfin, une langue, il peut y avoir des pré-traitements, disons, mais qu'on puisse réduire à une seule langue, il vous donnera pour chaque catégorie, par exemple, pour toutes les professions, il vous donnera pourquoi les gens ont voté pour tel candidat. Donc, vous aurez par candidat et par profession les explications données par les individus eux-mêmes. C'est intéressant parce que les sociologues se demandent souvent pourquoi les gens ont voté.